Monsieur le député, les subventions attribuées grâce à la réserve parlementaire sont en théorie destinées à soutenir les collectivités déstabilisées par les circonstances exceptionnelles et susceptibles de justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. C'est une formulation un petit peu longue. Et donc, la Cour des comptes a examiné 550 dossiers de subventions entre 2006 et 2012, et il se trouve que 40% ne respectaient pas l'esprit initial d'usage de la réserve. Comment expliquez-vous ce phénomène? Alors, l'usage, la définition à laquelle vous faites allusion n'est pas constitutive, je dirais, de l'utilisation qui peut être faite de la réserve parlementaire. C'est-à-dire que la ligne budgétaire du ministère de l'Intérieur, qui regroupe les subventions aux collectivités, porte cette définition. Mais par nature même, le fait qu'un parlementaire puisse flécher, en quelque sorte, dire il faut financer telle ou telle opération, c'est en fait ça, la réserve parlementaire. Ce n'est pas une cagnotte dont disposent les parlementaires. Ils ne voient jamais l'argent. C'est simplement, on indique au ministère de l'Intérieur, voilà, vous financez telle opération dans telle commune. Bon, eh bien, cela permet de financer n'importe quel type de projet et, par définition, il n'y a pas de cadre, je dirais, fixé, je dirais, à l'action des parlementaires. Ils financent ce qu'ils ont envie de financer concernant les collectivités locales, contrairement à l'État qui, lui, fixe des règles précises, dont celles que vous évoquez, pour financer les collectivités locales. Et le ministère de l'Intérieur dispose d'ailleurs d'une somme de l'ordre de 40 millions qui est assimilable à la réserve parlementaire. On parlera simplement de réserve ministérielle, mais dont l'usage est le même. D'accord, mais quand la Cour des comptes donne ce chiffre de 40%, de dossiers qui ne respecteraient pas l'esprit initial d'usage de la réserve, d'où ils sortent ce chiffre, en fait, 40%? Non, il n'y a pas, c'est leur enquête. Ce que je veux dire, je redis, il n'y a pas d'usage ni d'esprit dans lequel doit fonctionner la réserve parlementaire. Par définition même, c'est un avantage et ça peut être aussi un inconvénient, par définition même, la réserve parlementaire, c'est-à-dire le droit pour un parlementaire d'affecter une subvention à telle ou telle opération, n'est pas soumise à un critère. C'est même d'ailleurs toute sa souplesse et tout son avantage. Ce que la Cour des comptes a fait observer, c'est en réalité que un certain nombre d'opérations, il lui semble que cette réserve finance des opérations qui peut-être ne lui paraissent pas prioritaires. Des travaux de voirie, par exemple. Oui, mais des travaux de voirie, c'est important dans une commune. Pourquoi est-ce qu'on ne financerait pas des travaux de voirie, la Cour des comptes se réfère à la définition que vous citez, qui ne concerne en rien, je dirais, le droit des parlementaires de voter des crédits qu'ils estiment nécessaires ou de les affecter à ce qu'ils estiment nécessaire. Ça a pu concerner l'utilisation de certaines subventions de l'État, mais pas du tout la réserve parlementaire. Non, ce qui se passe, la Cour des comptes fait observer, c'est que, naturellement, la réserve parlementaire, on sent bien que ce que dit la Cour, ce qui concerne aussi d'ailleurs la réserve ministérielle du ministère de l'Intérieur. On sent bien que lorsque des crédits sont obtenus à ce titre-là, les services administratifs qui instruisent les dossiers savent que c'est un dossier, je dirais, sensible. Sensible aux parlementaires, sensible au ministre de l'Intérieur. Et que par conséquent, je dirais, on ne cherche pas, je dirais, à ce que le dossier soit toujours prêt à 110%. Bon, s'il n'est qu'à 90%, ça va. Bon, voilà. C'est ça que dit la Cour. Et par ailleurs, elle souligne que comme
il existe deux types de subventions aux communes. Il y a d'abord des subventions qui sont utilisées dans un cadre qui est très, très défini par la législation, qui sont les subventions aux communes à hauteur de 800 millions. Et puis d'autre part, il y a 130 millions de crédits qui vont aux communes, mais dont effectivement l'usage est sans doute plus varié, plus divers, moins rigoureux du point de vue de la Cour des comptes. Et donc elle dit que ça peut poser un problème. D'accord. Malgré leurs obligations, de nombreuses préfectures ne procèdent à aucun contrôle quant à l'octroi de certaines subventions. Comment les contraindre ces préfectures à faire de meilleurs contrôles sur les dossiers de subventions? Alors, je ne suis pas en accord là-dessus avec la Cour des comptes parce que je pense que de toute façon, toutes les préfectures font des contrôles. Peut-être que ces contrôles ne sont pas quelquefois assez poussés, mais toutes les préfectures font des contrôles. Il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas connaissance, si vous voulez, de dossiers de subventions à des communes qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle. Hein, bon, on peut... mais ceci dit, les préfectures ont subi très fortement la révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire en fait la diminution des fonctionnaires des administrations déconcentrées, pas nécessairement des administrations centrales. Et donc, elles ont naturellement beaucoup moins de monde et pour suivre des dossiers qui sont quelquefois des dossiers compliqués, donc le contrôle peut être plus léger. Mais il y a toujours un contrôle. L'argent, on ne paye pas. On ne paye pas le montant des subventions accordées si il n'y a pas les pièces justificatives, si les travaux n'ont pas été faits, si les délais n'ont pas été respectés, quand même. Non. En juin dernier, vous dénonciez la grande disparité de la répartition de ces subventions entre les départements. Comment établir une répartition plus juste de ces subventions? Alors les choses ont beaucoup changé par rapport aux chiffres que j'ai donnés il y a quelque temps, parce que ces chiffres reposaient, comme d'ailleurs le tout récent rapport de la Cour des comptes, sur les données 2006-2012. C'est-à-dire une période où il n'y avait pas de critères pour distribuer la réserve parlementaire. Donc, on s'est aperçu, à partir des quelques chiffres qui ont été diffusés, à partir des éléments que j'avais obtenus, on s'est aperçu qu'il y avait des écarts extrêmes, si vous voulez. Ça allait de 19 euros par habitant dans certains départements à 0 euros 50 centimes dans d'autres départements. Et puis, il y avait des personnalités qui avaient des sommes faramineuses, plusieurs millions d'euros, quand le parlementaire d'opposition que j'étais, alors, disposait de 30 000 euros. Hein, bon. Donc, oui, j'ai pu, à ce moment-là, dresser effectivement un état des lieux et faire apparaître toutes ces inégalités qui étaient absolument insupportables. Bon. Les choses ont beaucoup bougé. Parce que l'arrivée d'une majorité de gauche à l'Assemblée a fait qu'on a décidé, d'une part, que les parlementaires de l'opposition et de la majorité seraient traités de la même manière. Autrement dit, sur la base d'une dotation, enfin d'un droit de tirage en quelque sorte, hein, puisque ce ne sont pas des sommes dont on dispose, sur la base d'un droit de tirage de 130 000 euros par député. Bon. En second lieu, on a décidé que les personnalités, c'est-à-dire président de l'Assemblée, président de groupe, voire président de commission, auraient un peu plus, mais 2 fois, au maximum, 3 fois plus qu'un député de base. Donc on a réduit considérablement les inégalités. Nous n'avons pas encore de données, enfin des chiffres de cartographie, d'analyse, puisque ce schéma a pris effet en 2013 et en 2014. Donc on n'a pas encore, et encore Togo, on n'a pas encore le résultat, mais on verra vraisemblablement que par département, les inégalités se sont réduites considérablement. Hein. J'avais d'ailleurs noté à l'époque que quand on était un département où les élus étaient majoritaires, il y avait des subventions très fortes et dans l'opposition, il n'y en avait pas. Maintenant, ça n'est plus le cas. Et en second lieu, la deuxième réforme, ça a été de faire la transparence totale. Sur la réserve, au moins des députés. Hein. Le Sénat, semble-t-il, est un peu plus réticent. Et donc, maintenant, vous pouvez voir,
prochainement, enfin peut-être en fin d'après-midi, nous sommes jeudi, hein, sur le site de l'Assemblée, vous aurez le détail de la réserve parlementaire utilisée par chaque député en 2014. Vous l'avez déjà pour 2013. Donc on peut savoir aujourd'hui exactement ce qui a été financé et à quelle hauteur. Donc on a vraiment fait il n'y a plus, je dirais, de mystère en quelque sorte sur la réserve parlementaire. Tout est transparent et les inégalités ont été réduites. Donc le système a été profondément transformé. En 2006, un an avant les élections législatives et présidentielles, le montant des dépenses de la réserve a explosé. Il y a eu 266 millions d'autorisations d'engagement, donc ce qui a généré un déficit de 213 millions. Comment remédier à de tels dépassements à visée clientéliste? Alors ça, c'était la dérive qui était naturelle lorsqu'il y avait l'opacité sur la réserve parlementaire et lorsqu'il n'y avait pas de critères de distribution. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout était, je dirais, politique, voire politicien, et donc on s'aperçoit qu'à la veille d'élections, eh bien, on a augmenté considérablement le volume des subventions distribuées par les parlementaires et comme on était en 2006 à l'époque et la manière de le distribuer, c'est vraisemblablement pratiquement uniquement des élus de droite, c'était majoritaire à l'époque, qui ont bénéficié de ces subventions. Hein. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible parce que d'abord, il y a des règles d'affectation de la réserve. Le chiffre est le même pour chaque parlementaire. Enfin, la base, en tout cas, est la même pour chaque parlementaire, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition. Et puis, d'autre part, tout ça est rendu public. Et donc, à ce moment-là, les citoyens pourraient voir quel usage en ferait. C'est ça, je crois que la transparence que nous avons mise sur cette réserve, la réforme sur l'égalité, vise justement à répondre à ces dérives. Il y a même eu d'ailleurs dans la législature précédente une dérive, je dirais même constitutionnelle, puisqu'à ce moment-là, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, celui qui a doublé les subventions en 2006. Quand il est devenu président de la République, il a décidé que désormais, ce serait lui qui attribuerait la majeure partie des subventions au titre du ministère de l'Intérieur. Alors il écrivait d'ailleurs aux élus en disant « j'ai décidé de ». Enfin, ce qui est invraisemblable, ça ne rentre pas dans les pouvoirs du président de la République. On avait là un vrai petit coup d'État. Je dirais, petit coup d'État constitutionnel, parce que ça n'est pas absolument dans ses attributions. Et depuis, on a su comment ont été distribuées les subventions en 2011 et en 2012 au titre officiellement du ministère de l'Intérieur, en réalité au titre de l'Élysée, parce qu'il s'agit de documents administratifs et donc la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, dont je fais partie d'ailleurs, a considéré que s'agissant de documents administratifs, ces documents devaient être publiés, donc il y a une association démocratie directe qui a obtenu ces chiffres, et on s'aperçoit que les subventions ministérielles, je devrais dire présidentielles, de l'année 2011 et 2012 ont été distribuées d'une manière vraiment scandaleusement politique. C'est-à-dire 95% des subventions ont été accordées à des élus de droite. Donc ces dérives-là, c'était possible quand il n'y avait pas de transparence sur la réserve, quand il n'y avait pas de règles. Aujourd'hui, ça n'est plus possible puisqu'il y a des règles et puis il y a une transparence. Donc on a fait quelques progrès quand même. Alors, malgré cette mise en place de la transparence sur la réserve parlementaire, un certain nombre d'élus de gauche ont émis l'idée qu'il faudrait éventuellement supprimer cette réserve parlementaire. Pourquoi ne pas supprimer cette réserve parlementaire ? Alors, bien entendu, la critique principale que l'on peut faire à la réserve, que je fais d'ailleurs, c'est que c'est une distribution discrétionnaire. Hein, c'est-à-dire que c'est le député qui choisit. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que cette distribution ne correspond à aucun critère. Un député est quand même capable de discerner quel type de projet il faut financer. Il ne fait pas n'importe quoi. Un député, par définition, ne fait pas n'importe quoi. Hein.
Bon. Et donc, la distribution par les députés n'est pas nécessairement quelque chose qui, par nature, serait mauvais. Simplement, la remarque que je fais, c'est que dans une période où l'argent public est rare, il faut naturellement qu'il soit utilisé le mieux possible. Autrement dit, il faudrait mettre en place des critères de distribution. Mais si on met en place des critères de distribution, on s'oppose par définition à la liberté du parlementaire. Donc c'est pas compatible, je dirais, avec le principe de la réserve parlementaire. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait sans doute préférable de la supprimer. Alors il y a deux options. Ou bien on la supprime purement et simplement et on fait une économie, naturellement, qui va se ressentir sur le budget des collectivités locales, parce que c'est pas inintéressant pour les collectivités locales, ou bien alors on décide que ces sommes seront attribuées selon les critères qui sont ceux des subventions, j'allais dire normales, un peu de l'État, et donc ça échapperait aux parlementaires. Mais je pense qu'il y a effectivement un problème d'attribution. En tout état de cause, on ne peut pas reprocher aux parlementaires d'attribuer des subventions par clientélisme. Vous savez, quand on est élu par potentiellement 70 000 électeurs, ça n'est pas la distribution d'une dizaine de subventions à des collectivités qui peut influencer en quoi que ce soit le vote des électeurs. Pour les sénateurs, c'est sans doute différent. Puisque là, le corps électoral des sénateurs est beaucoup plus réduit, et c'est ce corps électoral qui bénéficie, directement, la collectivité dont ils sont issus, qui bénéficie de la réserve. Donc là, il y a des risques de clientélisme, naturellement, qui sont beaucoup plus évidents. Pour les parlementaires, je crois que c'est très, très limité.